Patrick Hendrick est ingénieur diplômé de l'ERM, major de la Belgian Air Force et actuellement professeur à l'École Polytechnique de Bruxelles, où il enseigne des cours de propulsion, d'aérospatiale ou encore d'hydrogène. Il est également professeur invité dans diverses universités. Actuellement, il est directeur du département ATM Aéro Thermo Mechanics de l'ULB. Il a également exercé divers mandats d'évaluation et de conseil sur des sujets liés à l'énergie. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous. Bonjour. Avec toi, on va parler de l'hydrogène et de son rôle dans la transition énergétique, mais aussi des défis qui sont encore liés à l'utilisation de ces nouveaux vecteurs énergétiques. En fait, je voudrais tout de suite commencer avec cette question qui peut sembler simple, mais en fait, que je pense cache beaucoup de nuances. On entend parler de l'hydrogène comme une vraie solution pour la transition énergétique, mais la vraie question est comment est produit aujourd'hui? Est-ce que c'est produit de façon renouvelable et quelles sont, disons, les étapes pour avoir une production 100% verte d'hydrogène? Donc aujourd'hui, ce n'est absolument pas vert, puisque environ 98, 98, 99%, ça dépend un peu des sources, disent que ça vient du craquage du méthane. Donc ce n'est absolument pas vert, un très gros rejet de CO2. Et on a en effet quelques pourcents, certains montent jusqu'à 4-5% qui vient de l'électrolyse de l'eau. Alors, l'électrolyse de l'eau, il faudra encore savoir si c'est fait avec de l'électricité verte. Donc, c'est évidemment la deuxième nuance qu'il faut apporter. Et on a donc des très petits pourcentages qui viennent d'autres sources de production qui pourraient être qualifiées de vertes, comme la pyrolyse, par exemple, ou le PEC, donc production directe à partir d'énergie solaire, et de très petites quantités qui viennent aussi de ce qu'on appelle l'hydrogène fatal, donc qui est récupéré dans l'industrie et qui serait rejeté. Et alors, il y a aussi une source très intéressante, c'est l'hydrogène naturel, donc, puisque pendant très longtemps, l'hydrogène naturel s'était considéré comme inexistant. Et puis aujourd'hui, donc, on se dit que finalement, ce serait peut-être pas si inexistant que cela. Et là, lui, on peut aussi sûrement dire que c'est de l'hydrogène vert ou bas carbone. D'ailleurs, bon, on ne veut plus trop parler d'hydrogène vert, mais bien parler d'hydrogène bas carbone, puisqu'avec les SMR, par exemple, ceux qui produisent de la chaleur, pourraient être très intéressants pour produire de l'hydrogène. Et bon, on ne pourrait pas parler vraiment d'hydrogène vert, mais on lui attribue parfois la couleur de rose ou une autre couleur. Il y a beaucoup de couleurs d'hydrogène, donc. Bah oui, et donc c'est pour ça que l'IEA ne veut plus trop qu'on parle de l'hydrogène vert, mais de parler d'hydrogène bas carbone, puisque... Mais bon, c'est vrai que l'hydrogène vert a permis, ou donné une couleur, a permis de faire la distinction entre le gris et le bleu, qui était une distinction un peu compliquée, puisque c'est le même, mais on récupère ou pas le CO2. Oui, donc le bleu, c'est quand on récupère le CO2, on fait de la capture de CO2. Et donc, évidemment, comment est-ce qu'on peut passer à d'aussi grandes productions d'hydrogène, alors qu'aujourd'hui, les quantités produites sont faibles et elles ne sont certainement pas vertes? Ça, c'est la très, très, très grande question. Et en fait, c'était ma deuxième question. Toutes les trajectoires de décarbonisation, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, montrent en fait ces énormes besoins d'hydrogène jusqu'à 2030-2050. On est où aujourd'hui en termes de capacité de production et est-ce qu'on est en train de monter en puissance comme il fallait, comme c'est prévu? Et est-ce que tu vois des points bloquants, je ne sais pas, liés aux matériaux, aux ressources de travail, à la force de travail? Ils sont où en fait, les points bloquants? Mais aujourd'hui, clairement, donc la quantité d'hydrogène produit, donc, qui est essentiellement par craquage, est déjà très importante. Et donc, le premier challenge, ça va être de produire ces quantités-là de manière renouvelable, verte, bas carbone, peu importe comment on l'appelle. Et ça, c'est déjà un premier challenge, puisqu'on parle de dizaines de millions de tonnes par an d'hydrogène en Europe, rien qu'en Europe, surtout pour l'industrie. Essentiellement pour l'industrie, qui est aujourd'hui une très grande consommatrice, non pas pour produire de l'électricité, non pas pour produire de la chaleur, mais en utilisant l'hydrogène comme matière première. Donc, toute l'industrie pétrochimique, toute l'industrie des engrais, donc sous forme d'ammoniac, de NH3.
Et donc le premier challenge va être évidemment de remplacer cet hydrogène, appelons-le non vert, par un hydrogène vert. Donc ça c'est très très problématique déjà, puisque dans ce qui a été mis en avant comme étant des endroits où on allait produire des quantités impressionnantes, donc de dizaines de millions de tonnes par an d'hydrogène bas carbone, eh bien il ne va déjà pas suffire à combler ce vide. Oui. Donc on dit d'ailleurs que l'ensemble de l'hydrogène qui pourrait être amené dans les ports belges venant de Oman, donc, où la Belgique a décidé d'investir dans des grandes usines de fabrication d'hydrogène, d'ailleurs ce n'est pas très clair si on y produira de l'hydrogène ou de l'ammoniac, oui. Eh bien toutes ces quantités, elles vont seulement traverser la Belgique directement vers l'Allemagne, puisque l'Allemagne est le très très grand consommateur d'hydrogène et d'ammoniac. Et donc, il faut d'autres quantités pour produire autre chose que ces matières premières, donc les feedstocks, hein, donc oui. Pour produire de la chaleur dans l'industrie, par exemple dans les aciéries, hein, dans des fours ou l'industrie verrière, et ensuite pour produire certainement de l'électricité, puisque c'est aussi un des modes d'utilisation de l'hydrogène que l'on planifie. Alors, je pense qu'au-delà de l'hydrogène vert, rose, peu importe comment on l'appelle, je crois qu'il y a vraiment une différence essentielle sur laquelle on insiste peu aujourd'hui, c'est la pureté de l'hydrogène. Oui. Je crois que on mélange souvent les choses et il y a de nombreuses applications où on n'a pas besoin d'avoir de l'hydrogène très pur. Quand on parle de pureté d'hydrogène, il faut se rendre compte que dans l'utilisation des piles à combustible, c'est donc le 4e chiffre derrière la virgule hein, qui compte. Donc c'est 99,999 et puis c'est les chiffres après donc qui bougent. Est-ce qu'on est les 4e et 5e chiffres à 89, à 91, donc ce sont ces chiffres-là. Et il y a de nombreuses applications où on n'a pas besoin de l'hydrogène aussi pur. Or, la purification de l'hydrogène coûte elle-même très très cher, hein, donc au niveau argent et au niveau énergie. Et donc, il faut, à un moment ou l'autre, décider quelles sont les applications où on a vraiment besoin d'hydrogène très pur ou pas. Si on parle de la mobilité, par exemple, là, on parle de piles à combustible, donc on a besoin d'hydrogène très pur. Mais il y a de nombreuses applications où c'est simplement pour brûler l'hydrogène, ou dans les feedstocks, on n'en a pas vraiment besoin. Hein. Et d'ailleurs, au niveau des piles à combustible, il faudrait faire aussi la différence entre quelles sont les impuretés. Si ce sont des impuretés qui viennent simplement de l'azote, oui. Comme avec le NH3, ce n'est pas très problématique. D'autres impuretés sont beaucoup plus problématiques. Oui. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène naturellement à cette autre question. En fait, ce que tu dis, en fait, c'est clair qu'il y a des énormes besoins. Et il y a aussi une capacité qui doit monter en puissance. Les électrolyseurs aujourd'hui ont des puissances limitées, 10 MW. Oui. Et aussi, il y a différents secteurs qui doivent être décarbonés. Ça, en fait, ça anticipe un peu le fait qu'il y aura peut-être une grosse compétition entre secteurs par rapport à l'utilisation de l'hydrogène. En fait, c'est où que tu vois, disons, les plus urgents et les plus pertinents pour commencer à utiliser l'hydrogène? En fait, c'est où que c'est vraiment plus urgent d'intervenir tout de suite, selon toi? Donc, je pense que, comme tu dis, l'hydrogène ne va pas être, comme on peut parfois le croire, la solution. Ça va être un élément de la solution, un des éléments de la solution, et il n'y en aura jamais assez pour remplacer l'ensemble de ce dont on a besoin, de ce que l'on fait aujourd'hui et de ce que l'on fera encore beaucoup plus dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, puisqu'on passera à plusieurs dizaines de centaines de millions d'habitants en plus sur la Terre. Et il faut bien identifier les endroits où on en a besoin. Alors, il y a des endroits où les solutions sont extrêmement compliquées. Oui. Et de mon point de vue, un des endroits où les solutions sont très très compliquées, c'est le transport lourd. Hein, donc les camions, qui représentent aujourd'hui donc 30% des émissions
liées au transport au niveau mondial, donc 30% de 22%, donc ce n'est pas si peu. Oui. Donc on est à 6-7% des émissions de CO2 au niveau mondial pour le transport par camion. C'est très très compliqué de trouver d'autres solutions. Alors les batteries, ça semble assez exclu. Il y a d'autres solutions avec des moteurs à combustion interne, mais aujourd'hui, ça semble un peu banni, en tout cas en Europe. On dit qu'en 2035, enfin, ça ne concerne pas le transport lourd, mais les voitures, mais on dit qu'on ne pourra plus l'utiliser. On ne parle plus trop de faire du développement pour des moteurs à combustion interne. Pour les camions, ce serait certainement très intéressant d'avoir donc ce qu'on appelle parfois des carburants synthétiques, donc du diesel synthétique, où là on aura aussi besoin d'hydrogène évidemment. Mais encore une fois, la solution n'est pas la même parce que si on met de l'hydrogène dans un diesel synthétique, on n'a pas besoin qu'il soit très très pur. Oui. Hein? Et donc ce n'est pas la même chose que l'on doit faire. Mais pour cela, il faut définir des feuilles de route claires. Et aujourd'hui, je pense que les feuilles de route ne sont pas très claires. De mon point de vue, par exemple, donc, je ne suis pas un grand partisan de l'hydrogène en aéronautique. Donc on dit, on investit beaucoup d'argent en France, notamment sur l'hydrogène dans les avions. C'est un domaine où on peut avoir un très très gros doute, par exemple, parce que l'hydrogène, quelles sont ses difficultés au-delà de son coût et de son mode de production? C'est le volume utilisé. La densité. Dans la plupart des applications, le volume, c'est important, mais pas très important. La masse, c'est important, mais pas toujours très important, sauf quand on vient à des choses énormes. Mais en aviation, c'est critique très très vite, très très rapidement. Et donc avoir besoin de 4 fois plus de volume en avion, on peut se demander où on va les mettre. Donc, je pense que l'aviation n'est peut-être pas l'endroit où il faut investiguer le plus l'utilisation d'hydrogène. Par contre, en effet, les endroits où aujourd'hui on utilise déjà beaucoup d'hydrogène, ce sont ceux-là, les premiers certainement, il faut remplacer. Ouais. Hein? Et surtout, tous les secteurs où il y a un besoin de densité énergétique ou de chaleur haute température. Oui, ouais. Très sûr. Maintenant, est-ce que par exemple pour les maisons, c'est une bonne solution? Si c'est pour simplement faire de la chaleur avec de l'hydrogène, non. Hein? Donc, maintenant, si c'est pour faire, quand on a stocké de l'hydrogène qui vient d'électricité verte et que l'on fait et de l'électricité et de la chaleur, là, ça devient une autre solution. Mais là, on parle de choses qui ne sont pas tellement présentes dans notre société aujourd'hui, avec des réseaux de chaleur, des quartiers intelligents, des quartiers énergétiquement optimisé, et là il reste un travail gigantesque à faire. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. Mais il faudra définir une feuille de route beaucoup plus claire qu'elle n'est aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, et surtout, est-ce qu'au niveau de réglementation, en fait, beaucoup de projets qui sont liés à l'hydrogène nécessitent de grosses quantités d'hydrogène. On discute beaucoup d'avoir un backbone hydrogène en Europe. Alors que ça impose des contraintes de législation, d'accords entre pays. Est-ce que ça peut être un point bloquant, selon toi? Je pense que ça peut être un point bloquant, et quand j'entends qu'on se dit aujourd'hui, on pourrait faire un pipeline qui amène de l'hydrogène sous la Méditerranée, sous Gibraltar, du Maroc vers l'Espagne, et que de l'Espagne, on l'amène partout. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est aussi facile que ça à mettre en œuvre, parce que qui va garantir que l'hydrogène qui rentre en Espagne est de l'hydrogène bas carbone? Comment a-t-il été produit? Quelle est la pureté de cet hydrogène? Ça pose beaucoup de questions, parce qu'au niveau européen, on a de nombreuses normes sur ce qui rentre en Europe. Ici, sur cet hydrogène qui pourrait rentrer de Tunisie, on dit que ça pourrait passer vers la Sicile, etc. Ça ne me semble pas aussi évident que ça, que l'on puisse produire des si grandes quantités dans ces pays-là, on peut le faire, mais de les amener vers l'Europe sans poser de problème au niveau normatif, parce que quand il y aura un problème, quand il y aura une dépendance, comme avec la Russie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Et je crois qu'un point qu'il faut vraiment
cassé au niveau de l'hydrogène, comme ce que j'ai dit précédemment par rapport à la pureté, des applications grande pureté, d'autres moins grande pureté, c'est l'idée de ces imports. Aujourd'hui, on est fortement tourné vers ce que, en Belgique, la Flandre a tendance à imposer, via sa perspective propre et via le fédéral, qui sont les grands ports comme Zeebrugge et Anvers, qui sont d'ailleurs maintenant couplés, des grands imports. Ça, c'est vraiment orienté vers l'industrie. Il y a aussi d'autres choses qui sont possibles, comme une production beaucoup plus décentralisée. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, avec notamment la biomasse. Oui. Donc, parce que souvent, on ne sait pas quoi faire de tout ce qu'on a comme biomasse pour produire des carburants synthétiques, donc par pyrolyse, donc avec de l'hydrogène qui aurait été produit localement, donc avec des unités qui font quelques mégawatts, quelques dizaines de mégawatts. Et donc, je pense que la production décentralisée locale, surtout pour une région comme la Wallonie et Bruxelles, qui n'ont pas de port, ne doit pas être oubliée. Parce que nous, on n'aura jamais de port, donc ça c'est clair. Et donc, il faut voir aussi comment est-ce qu'on peut se situer et se démarquer par rapport à tous ces problèmes d'import. Et enfin, par rapport aux pipelines, donc puisque les imports sont fortement liés aux pipelines, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est très peu maîtrisé. Donc, on dit, on a fait des pipelines depuis toujours, mais pas pour l'hydrogène, et ce qu'on a fait pour l'hydrogène, c'est pour transporter des toutes petites quantités. Aujourd'hui, on va transporter des quantités énormes, et l'hydrogène, on ne peut pas le transporter à trop haute pression. Donc, pour transporter des quantités énormes, donc ça, les ingénieurs comprendront, il faut augmenter la vitesse de l'hydrogène dans les pipelines, sinon on va avoir des pipelines qui font 3,50 m, 4 m, 5 mètres de diamètre, on pourra les mettre nulle part. Et si on augmente la vitesse, les pertes de charge, c'est vitesse au carré, sans connaître exactement quelles seront les rugosités de ces nouvelles surfaces qu'il faut pour mieux résister à la pénétration de l'hydrogène dans les matériaux. Et donc, il va falloir recomprimer l'hydrogène beaucoup plus souvent qu'on ne recomprime le gaz comprimé dans les pipelines. De nouveau de l'énergie, de nouveau des investissements. Je pense que c'est une question qui aujourd'hui n'est pas traitée dans tous ces projets d'implantation de pipeline. Oui, c'est clair que tu mets en avant beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup d'inconnus. C'est toujours comme ça où on change quand on a une transformation technologique comme celle qu'on doit vivre. Mais moi, je voudrais peut-être conclure avec ça. Donc, penses-tu que l'hydrogène est une chimère ou une réelle solution pour la transition qu'on s'apprête, qu'on vive déjà? Donc, je pense que l'hydrogène, il y a un besoin absolu d'en utiliser et il doit combler une partie de nos besoins. L'hydrogène est, alors, en tant qu'hydrogène, molécule hydrogène ou couplé à autre chose pour d'autres molécules, méthanol, ammoniac, méthane, certainement. Donc l'hydrogène doit être une solution en tant que telle ou avec une autre molécule parce que c'est la seule manière de stocker l'énergie qu'on est appelé à produire de manière renouvelable avec une haute variabilité de plus en plus à l'avenir. En Belgique, aujourd'hui, en 2021, on a produit 18% de notre énergie, 12% en éolien, 6% en solaire. Quand on va devoir passer à 36%, à plus de 50%, même si on a 50% de nucléaire, 50% de renouvelable, comment va-t-on stocker toute cette énergie? Donc, il faut se rendre compte, donc il y avait une personne d'Elia, ingénieur, qui disait, toujours comme exemple, il faut se rendre compte que sur un dimanche après-midi, un seul dimanche après-midi, donc où les Belges, même ils disaient les Wallons, sont dans leur jardin et n'utilisent pas trop d'électricité,
on remplit le barrage de l'odeur, donc c'est 1 gigawattheure, grosso modo, hein, donc plutôt 900 mégawattheures, en une après-midi. Donc avec le peu de photovoltaïque que l'on va avoir, et même pas en implantant tout particulièrement. Donc les quantités produites dès début mai, hein, donc parce qu'en mai on produit beaucoup de photovoltaïque, même déjà en avril, sont gigantesques. Comment est-ce qu'on va stocker toute cette énergie si on ne passe pas par l'hydrogène, sous forme d'hydrogène ou de méthanol, ou comme j'ai dit, diméthane, etc. Donc, ça va être incroyablement compliqué. Et donc, les imports, ok, mais tout ce que l'on va produire comme éolien, enfin électricité éolienne et électricité photovoltaïque localement, comment est-ce qu'on va se débarrasser de tout ça à certains moments? C'est un problème énorme. Et l'hydrogène est plus ou moins la seule solution que l'on peut voir pour faire ça. Hein. Oui. Merci beaucoup. Hein. Merci parce qu'effectivement, je pense que c'est très bien clair maintenant qu'on a besoin de l'hydrogène pour stocker cette énergie et combler la variabilité des énergies renouvelables. Mais aussi pour avoir mis en avant le fait que ce n'est pas la solution magique, ce n'est pas le silver bullet, et que juste utiliser ou alors penser à une ressource peut être même problématique par rapport aux dépendances d'autres pays. Oui. Donc merci pour cette vision. Mais je pense qu'il faut très rapidement qu'on passe à des études réelles, physiques, des choses qu'on réalise là-dessus. Oui. Parce que si on continue à se dire on va le faire, on va se retrouver comme avec le nucléaire, où depuis 15 ans on discute, et 15 ans plus tard, on n'a toujours pas de solution, on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire. L'hydrogène, on ne doit pas faire cette bêtise-là. Merci beaucoup. Hein. Merci. La semaine prochaine, nous aurons la chance d'accueillir le professeur Grégoire Wallenborn pour nous parler de l'impact de la transition énergétique sur les inégalités sociales.